Halloween approche et comme chaque année fleurissent les listes de films à voir pour Halloween, du genre les 30 films d'horreur à voir avant de mourir, ce genre de choses. Et dans 99% des cas, le truc c'est que ça brasse à peu près toujours les mêmes références. Et c'est bien de voir ou de revoir les classiques, bien entendu, mais c'est aussi bien quelquefois de fouiller du côté de choses qui sont pas forcément aussi connues du grand public. Et les trois films que je vais vous conseiller aujourd'hui sont loin d'être inconnus ou confidentiels, bien entendu, ils ont tous les trois un statut culte auprès d'une certaine communauté de spectateurs, mais ils sont un petit peu moins connus donc du grand public, et j'aimerais les voir un petit peu plus reconnus à leur juste valeur, d'où le fait que je vous les conseille aujourd'hui. Ce sont trois films qui ont aussi chacun un élément surnaturel, parce que de manière tout à fait subjective, c'est ce qui me touche le plus dans l'horreur. Après ça m'empêche pas d'aimer certains films d'horreur qui n'ont pas d'éléments surnaturels aussi, mais globalement, s'il y a un mec qui vous poursuit avec un masque de hockey, c'est pas cool, mais il y a moyen de contre-attaquer, c'est une menace qui est tangible. Tandis que si c'est une entité démoniaque, c'est un peu plus compliqué, ça touche à des zones d'incompréhension un petit peu plus enfouies. Personnellement, ça marche mieux sur moi. Et dernière précision, mes choix se sont portés sur des films qui ont un côté un petit peu plus grand 8 de l'horreur, qui sont plus adaptés au côté over the top de Halloween. Au début, j'avais hésité à mettre des films comme Possession de Zulawski ou Jigoku, un film japonais du début des années 60 qui parle notamment de l'enfer. Ce sont deux films qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui sont très expérimentaux quand même tous les deux, mais qui ont en commun en fait de se reposer sur certains codes de l'horreur, mais d'aller tellement plus loin. Et ça serait pas leur rendre justice de les traiter dans ce cadre-là. On attaque tout de suite avec le premier film de la sélection, qui est Le Carnaval des âmes de Herk Harvey, sorti en 1962. Herk Harvey, c'est un mec qui au cours de sa carrière a surtout fait des films éducatifs et des films d'entreprise. Et il a fait un seul long métrage de cinéma, qui est Le Carnaval des âmes, et qui est un film assez visionnaire. Donc Herk Harvey, il a posé ce film, il a fait un drop mic et il s'est barré. Et il a laissé en héritage donc ce film qui est devenu une référence pour pas mal de réalisateurs, parmi lesquels David Lynch, Tobe Hooper, parmi lesquels George Romero. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un film qui continue à avoir un suivi culte de la part de quelques passionnés et qui continue à inspirer des créateurs régulièrement. Et pour les exemples les plus emblématiques, il suffit de prendre certains films d'horreur assez connus des années 90, que je ne citerai pas pour pas donner trop d'indications, mais les voir coup sur coup avec Le Carnaval des âmes montre à quel point ce film a eu un impact sur les décennies qui ont suivi en termes d'épouvante. C'est l'histoire d'une femme qui a un accident de voiture, sa voiture tombe d'un pont et se crache dans la rivière, et sans qu'elle arrive à se souvenir comment ni pourquoi, elle survit, et elle va tenter de reprendre le cours normal de sa vie. Sauf que, au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'elle a certaines visions et que sa réalité commence à se distordre. Notamment, elle a certaines visions d'un homme au teint blafard qui est assez menaçant, ou qui semble en tout cas menaçant. Un homme qui lui apparaît des fois dans le reflet d'une vitre, des fois il lui apparaît en entier. Et elle va commencer à perdre pied un petit peu avec ce qui l'entoure. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, réellement, et je vais pas m'étendre sur la structure narrative du film, à moins vraiment de vous spoiler certaines choses qui méritent pas d'être spoilées, vraiment ça mérite d'être découvert. Mais dans Le Carnaval des âmes, il y a un travail d'atmosphère qui est incroyable. C'est un film qui a été fait au sortir des années 50, et il y a une vraie continuité avec le cinéma d'épouvante américain des années 50, dans l'ambiance musicale, visuellement, avec le look des personnages, le look des environnements, avec certains éléments de mise en scène, qui ont ce côté que j'appellerais assez polissé. Mais c'est un film qui va tellement au-delà de ça. Déjà, il puise énormément dans l'expressionnisme allemand des années 20, dans sa manière notamment de sculpter les clairs-obscurs, de sculpter son noir et blanc de manière très tranchée, et aussi dans sa manière de cadrer, parfois de manière très symétrique et très symbolique, en donnant des plans qui sont immédiatement qui ont un impact très fort. Mais par-delà cette manière de puiser dans un passé plus lointain que celui des années 50, il y a l'effet inverse, où pas mal des aspects de la mise en scène sont en fait assez avant-gardistes. Sur pas mal de moments, il y a un côté en mouvement qui tranche pas mal avec le côté statique de pas mal des films d'épouvante des années 50. Des mouvements très élégants, des mouvements très fluides qui cassent le côté un petit peu trop théâtral et encore une fois statique qu'il pouvait y avoir dans ce genre jusque-là. Et même si c'est un film qui construit une ambiance très envoûtante, il contrebalance ça avec une volonté d'ancrer son action dans une dimension très réaliste, très tangible. Notamment, je prends l'exemple dans les voitures. Jusque-là, quand on voyait un personnage qui était dans une voiture, qui discutait ou qui faisait je sais pas quoi, généralement, la voiture était dans un studio et derrière le pare-brise ou derrière les vitres, on faisait défiler un faux décor qui avait été filmé au préalable. Tandis que là, sur le tournage, ils ont vraiment mis des caméras dans une voiture, et ça paraît rien dit comme ça, mais le fait est que l'actrice conduit vraiment, ils sont dans de vrais environnements, dans de vrais décors naturels, et ça change vraiment le feeling du film par rapport au canon de la mise en scène tel qu'ils existaient jusque-là.
Par extension, beaucoup de choses sont tournées en décor naturel, là où jusque-là, l'essentiel de ces films était tourné surtout en studio. Notamment cette fête foraine désaffectée qui est le lieu principal du film, le plus emblématique en tout cas, et c'est ce lieu d'ailleurs qui a inspiré à Herc Harvey le fait de faire un Carnival of Souls, donc on sent bien que tout mène dans le film et dans la démarche de Harvey jusque-là. Pour la petite histoire, j'ai parlé du mec au teint blafard qui suit l'héroïne, et ben il est joué par le réalisateur. Voilà. Donc ce parti pris de marier une atmosphère assez irréelle avec une manière de filmer et de mettre en place des environnements assez réalistes, bah ça crée un cocktail qui fonctionne très très bien, parce qu'il est exactement au diapason de la situation de l'héroïne, qui se demande constamment si elle est en train de rêver ou pas. Elle est constamment à la frontière qui sépare rêve et réalité, et ça se reflète dans la forme même du film. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le reste par vous-même. C'est un film qui est très riche aussi de différentes interprétations, notamment différents degrés de lecture à un niveau plus psychologique. C'est un film qui est vraiment en avance sur son temps, c'est presque une anomalie au début des années 60, mais c'est une anomalie qui a fait école, donc je crois que c'est parfait pour une deuxième partie de soirée d'Halloween où tout le monde est un petit peu dans le creux avant que ça reparte et tout le monde est dans une atmosphère un petit peu plus contemplative, prêt à entrer dans cette atmosphère vraiment irréelle et planante. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, et passons maintenant au deuxième film. L'emprise de Sidney J. Furie, sorti en 1982, et est-ce que Fury, c'est pas le meilleur nom pour faire de l'horreur ? Fury. Ce bon monsieur Fury jusque-là avait fait quelques films efficaces, comme Ipcress, Danger immédiat ou L'homme de la Sierra. Bon après, il a fait Superman 4. Ça arrive. Et l'emprise, qui s'appelle The Entity en anglais, c'est un film, comme son nom l'indique plus ou moins, un film de hantise. C'est l'histoire d'une femme, en fait, qui est poursuivie par une entité invisible qui l'agresse régulièrement. Donc, postulat assez horrible pour la nana, qui, bien entendu, au début ne comprend pas ce qui lui arrive, qui petit à petit va commencer à chercher de l'aide et à accepter, en fait, qu'il y a une force surnaturelle, en fait, qui la harcèle. Et j'en reste aux prémices du film, vous découvrirez la suite par vous-même. Mais voilà, on a ce postulat qui est basé sur un fait divers plus ou moins réel. C'est un peu comme Amityville, c'est plus ou moins basé sur des faits réels. Après, c'est méga romancé, est-ce que ces faits réels se sont vraiment déroulés ou pas, c'est une autre histoire. Mais bref, il y a eu un cas sur lequel s'est basé le film, même si le réalisateur, ce bon monsieur Fury, a voulu se documenter le moins possible sur le cas de base, justement, pour arriver à s'en défaire, pour aller vers un film qui se suffise à lui-même et qui ne porte pas tel ou tel regard sur tel ou tel personnage par rapport à ce qu'ils sont dans la vraie vie. Donc voilà, un film qui est sa propre entité. La galéjade. L'emprise, c'est un film que Martin Scorsese a mis dans sa liste des films les plus flippants de tous les temps. Et bon, plus flippant de tous les temps, c'est discutable, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le plus flippant de tous les temps pour moi, mais ça m'a fait plaisir de le voir dans cette liste, parce que c'est un film qui est trop souvent passé sous silence, trop souvent oublié. En fait, l'emprise est sortie la même année, ou quasiment la même année que Poltergeist de Tobe Hooper, produit par Spielberg. Poltergeist qui lui est devenu un film culte, connu du grand public, qui est constamment sur les listes des films à voir et revoir, des films d'horreur à voir et revoir. En fait, l'emprise, j'ai l'impression, a pâti de toute l'attention qui a été portée à Poltergeist. Poltergeist qui est un film un petit peu plus friendly. Il y a des choses, bien sûr, horribles qui se passent dedans, mais globalement, il y a ce côté assez bienveillant, Spielbergien de l'époque dedans, qui est beaucoup plus accessible et beaucoup plus feel good, ou un petit peu moins feel bad. Ça dépend comment on le voit. Donc là où Poltergeist est un film d'horreur qui est accessible quand même à beaucoup de gens, j'ai l'impression que l'emprise, c'est son envers sombre, sur le même genre de thématique de possession et de hantise, où c'est un film qui n'a pas d'humour, ou très très peu, qui est sans concession, qui va jusqu'au bout de son truc, qui est sans pitié. Il n'y a pas du tout l'espoir et les phénomènes d'un petit peu de détente des fois qu'on pouvait avoir dans Poltergeist. Non, vraiment, l'emprise, c'est le côté adulte, entre guillemets, de Poltergeist. Et même si Fury n'a pas voulu se documenter sur le fait divers dont est tirée l'histoire du film, il a quand même voulu donner à l'emprise ce côté très, très fait divers, très, très sec dans la mise en scène. Il y a quelques trouvailles dedans qui sont assez surprenantes pour un film de l'époque, et notamment sur la musique. En fait, à chaque apparition de l'entité qui harcèle l'héroïne, il y a un thème musical particulier, et c'est un thème musical qui ressemble vraiment à rien de ce que j'ai pu écouter, en tout cas dans les productions horrifiques de cette époque, avec un côté très très rythmé, très agressif, avec de la batterie à la double pédale, qui rappelle en fait la marque de fabrique du métal extrême et du death metal qui balbutiait encore à l'époque, avec aussi de la guitare saturée derrière avec tan. C'est comme une version métal et beaucoup plus agressive du thème de Psychose qui était au violon. Ce thème en fait, en 82, c'était presque du métal extrême avant l'heure, et ça donne au film un côté vraiment très particulier. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que c'est pas le genre de film sur lequel on peut s'étendre 3000 ans sans nuire au plaisir de la découverte, donc si vous êtes amateur du genre,
ou pas en fait, et que vous voulez découvrir une perle méconnue des années 80, ce film est pour vous. Troisième et dernier film dont je vais vous parler aujourd'hui, Jusqu'en Enfer de Sam Raimi, sorti en 2009. Alors Sam Raimi, bien sûr, réalisateur culte de la trilogie Evil Dead, de la trilogie Spider-Man, d'Intuition, d'Un Plan Simple, et j'en passe. Et en fait, il a réalisé Jusqu'en Enfer après Spider-Man 3, et après, plus globalement, toute la période de sa vie qui a été dédiée au fait de réaliser en fait, les 3 films Spider-Man. Si on sent bien à quel point il s'est aussi engagé dans les Spider-Man parce que ça lui faisait plaisir, ça comptait pour lui, on sent bien aussi à quel point le fait de travailler dans une aussi grosse machine a pu le frustrer créativement, et à quel point finalement Jusqu'en Enfer est une réponse et un contre-coup absolu à ça. Beaucoup de gens ont décrit Jusqu'en Enfer, à raison je trouve, comme un retour au Sam Raimi sale gosse et décomplexé de la période Evil Dead, avec ce rapport très particulier à l'épouvante et à l'horreur. Et oui, forcément, c'est super proche, déjà dans la mise en scène, avec ces caméras désaxées, ces zooms incroyables, cette caméra qui est toujours dynamique, toujours en mouvement, très inventive. Juste qu'il y a des clins d'œil très explicites en fait à Evil Dead, notamment la séance de spiritisme où il y a un des personnages qui se fait posséder, c'est du Evil Dead dans le texte. Et là vous vous dites, non mais attends mec, t'es censé nous parler de film pas trop connu là, et tu nous parles d'un film du réalisateur des Spider-Man qu'il a réalisé à un moment de sa carrière où il était le plus visible. Et oui, je suis d'accord, ou du moins je l'étais jusqu'à récemment, où je pensais vraiment que ce film était connu et reconnu à sa juste valeur pour toutes ses qualités. Sauf que pas tant que ça, plus ça va et plus je me rends compte que, bah il y a quand même quelques personnes qui le connaissent, mais il y a finalement peu de gens qui l'ont vu, j'ai l'impression. Alors que pour moi, s'il y a bien un film qui doit figurer parmi les classiques de Halloween, peut-être pas un, mais s'il y a une liste de classiques Halloween à laquelle on ne peut pas couper, ce film devrait en faire partie. C'est le film halloweenesque par excellence. Et il y a 2 aspects en particulier dont j'ai envie de vous parler. Le premier, c'est l'écriture des personnages. Récemment, j'ai fait une vidéo sur Dans le Noir pour montrer à quel point certaines incohérences sont juste incompréhensibles. Il y a certains partis pris d'écriture des personnages des fois qui relèvent vraiment du foutage de gueule. Et on part plus ou moins du principe maintenant que un film d'horreur sans incohérence, ça n'existe pas. Oui, il y aura toujours une forme d'incohérence, mais qui sera pas forcément grave. Mais je suis désolé, écrire des personnages de manière simple, efficace et cohérente, ce n'est pas impossible, et Jusqu'en Enfer le prouve avec brio. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas du tout touché 2-3 mots d'histoire pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas vu le film, donc voici très rapidement. C'est l'histoire de Christine qui travaille dans le crédit immobilier, qui est une chouette fille avec un bon cœur, qui a un moment un petit peu charnière de sa carrière, ou du début de sa carrière, et qui doit faire ses preuves. Et pour certaines raisons, en fait, elle va amener à prendre une mauvaise décision. Quand Sylvia Ganoush, une cliente, va venir la voir, en fait, Sylvia Ganoush qui risque de perdre sa maison, qui va venir demander un prêt à la banque, ou un délai en tout cas. Et pour certaines raisons, Christine va lui refuser ce prêt. Il va y avoir une espèce d'escalade de malentendus, qui va faire en fait que Sylvia Ganoush va jeter une malédiction à Christine. Et cette malédiction, en fait, c'est que l'entité démoniaque qui s'appelle le Lamia va tourmenter l'âme et le corps l'entité, elle va tourmenter Christine de manière complète pendant 3 jours, et à la fin de ces 3 jours, venir chercher son âme. Et là où le film est vraiment bon dans sa manière de créer des personnages attachants et cohérents, c'est qu'il pose pas juste un parpaing de background qui pourrait sembler factice pendant 3 plombes, ou alors ne laisse pas complètement de côté le background parce que fuck it, on va directement dans l'action. Non, là, il prend 10 minutes à peine pour nous poser de manière ultra efficace, limpide et simple le personnage de Christine, son passé, ses enjeux. Et ensuite, elle va continuer à se construire au fil du film, au fil de ses choix, elle va révéler sa personnalité. Et c'est un personnage qui est riche et réellement attachant, et ça c'est vraiment, encore une fois, indispensable pour s'investir émotionnellement dans un personnage et vraiment craindre pour elle, et donc être sensible à tout ce qui va se passer de type horrifique dans le film. Là, on a affaire à un personnage dont chaque choix, même les mauvais, sont justifiés par quelque chose de cohérent et auquel on peut s'identifier, parce que c'est des choix qu'on pourrait tous faire nous-mêmes à différents degrés. On est tous amenés des fois à faire des trucs qu'on va regretter pour tel ou tel malentendu, ou tel... Une fois on n'avait plus trop de recul sur telle ou telle question, et là, c'est vraiment bien exploité dans ce film. Il n'y a pas que le personnage de Christine, même le personnage de Justin Long, qui joue son copain, est très bien écrit. C'est un personnage de professeur sceptique qui pourrait être ultra caricatural, et effectivement au début il est très sceptique concernant tout ce qui arrive à Christine et tout ce qu'elle va tenter de faire par rapport à ça, mais il va pas rester juste constamment arc-bouté là-dessus. Par-delà son scepticisme, ce qui lui importe réellement, c'est le devenir de sa copine pour qui il éprouve un réel amour, et il va aller par-delà son scepticisme en acceptant que même s'il y a des choses qui dépassent sa compréhension et que ça lui en coûte, il va faire ce qui doit être fait pour que Christine aille mieux. Donc c'est des personnages qui sont authentiquement attachants aussi pour l'alchimie qui est entre eux, il y a un truc vraiment cool qui se passe entre les deux acteurs. Donc voilà, après avoir parlé de Seul dans le Noir récemment, si vous voulez voir un film
d'horreur authentiquement bien écrit de manière simple, efficace, et ben regardez Jusqu'en enfer. Et si je vous parle aussi de ce film, c'est parce que quand je l'ai vu, ça faisait très longtemps que je m'étais pas autant éclaté devant un film d'horreur, que je m'étais pas autant éclaté à flipper. Parce qu'en termes d'effet de flip, ce film est sans pitié, il est complètement jusqu'au boutiste, avec un côté très sale gosse, encore une fois, de Rémi, qui a notamment son obsession pour les fluides et le côté dégueulasse. Mais il y a un côté vraiment bon enfant dans la manière de faire flipper, qui est il a trouvé un équilibre vraiment entre le côté très sordide et très sombre de ce qui se passe, parce que vous allez voir, le propos du film est quand même... c'est chaud mais contrebalancé avec une manière purement enfantine et un ludisme dans la manière de mettre en place tout ce qui se passe dans le film, et ça crée vraiment un équilibre qui paraît improbable, mais qui est détonnant. Et le truc, c'est que ce film n'est pas une comédie d'horreur, à proprement parler, il n'est pas écrit comme ça, mais sur moi, il a réussi là où les comédies d'horreur échouent généralement, c'est-à-dire à la fois faire peur et faire rire. Généralement sur les comédies d'horreur, je peux en aimer, hein. Shaun of the Dead j'avais kiffé, pour ne citer qu'un des exemples les plus célèbres, mais généralement une comédie d'horreur, moi, me fait marrer quand elle est réussie, mais à aucun moment elle ne me fait peur. C'est cool d'avoir du rire dans un contexte horrifique, de jouer avec les codes, mais généralement ça ne me fait absolument pas flipper. Et là, sur ce film, c'est en fait un des seuls exemples où le rire et la flip sont à ce point liés. Et je sais pas vraiment à quoi ça tient, en fait. Je crois que c'est tout simplement le fait d'aller au-delà des codes du genre. C'est pas un film qui essaye de faire rire, c'est pas un film qui essaye de faire rire selon des mécaniques comiques explicites, selon des blagues, selon des mises en situation, selon une manière de jouer ou de retourner certains codes pour les retourner de manière un petit peu ironique. Non, là, c'est un film qui est très premier degré vis-à-vis de son matériau de base. Et je crois qu'en fait son fun, plus qu'être dans son écriture, c'est dans son ADN, dans sa tonalité globale, dans sa mise en scène, dans ses détails d'interprétation et de performance chez les acteurs, dans juste la bonne humeur et le plaisir intense qu'on ressent, même à travers l'image venant de Sam Raimi. On sent vraiment que ça a été cathartique pour lui de faire ce film. Donc Jusqu'en enfer, c'est un bel exemple du fait que parfois pour obtenir un effet, eh ben, faut aller par-delà les recettes en vigueur ou les manières de faire trop habituelles. Là, on a vraiment affaire à un film dont l'identité transpire par tous les pores, à tous les niveaux du projet. Voilà pour cette petite sélection. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter un joyeux Halloween, tout simplement, et je vous dis à très bientôt. Ciao!